Alors, elle avait été pressentie de longue date, on l'a dit, officiellement lancée depuis une semaine. Zelensky lui-même a annoncé laconiquement l'opération samedi dernier, je le cite, « Des opérations de contre-offensive sont en cours ». Fin de citation. Le départ précis de l'opération a été volontairement flou pour des raisons de silence opérationnel. On comprend le principe, ne pas en dire trop pour ne pas compromettre les opérations sur le terrain. Difficile de savoir pour le moment si l'opération est vraiment une vaste contre-offensive ou une tentative multiple de percées localisées. Le spécialiste Olivier Kempf déclarait récemment, je le cite, « Nous ne sommes pas bien sûrs que tous les axes d'efforts ukrainiens aient été révélés ». Fin de citation. Il faut savoir également que très peu de reporters sont admis près des lignes de front. Tout cela nourrit ce qu'on appelle habituellement le brouillard de la guerre, dans lequel il est difficile de manœuvrer. Pour autant, les objectifs ukrainiens sont évidents. Progresser dans les lignes russes pour gêner l'organisation de l'ennemi, conquérir le plus grand nombre de territoires ukrainiens possible. Selon les spécialistes, le véritable succès opératif pour les Ukrainiens serait d'atteindre la mer d'Azov pour couper les positions russes en deux. Qu'en est-il pour le moment? Alors les Ukrainiens avancent timidement. Kiev fait état de la reprise de 7 villages dans le sud, d'avancées près de Bakhmout. On parle de 90 à 100 km² de repris par l'Ukraine, mais à l'heure actuelle, la contre-offensive semble piétiner un petit peu. Les lignes russes n'ont pas réellement été inquiétées. Aucune percée dans nos défenses n'a été permise, a commenté il y a quelques jours Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère russe de la Défense. Pour information, les Russes ont construit des lignes de défense multicouches d'une grande profondeur, parfois jusqu'à 30 km, pour une ligne de défense longue de plus de 800 km. De plus, les Ukrainiens sont considérablement ralentis par l'immense mur de mines anti-chars agencé par les Russes. Près de 170 000 km² de lignes de front seraient recouverts de mines anti-chars, soit l'équivalent de 6 fois la superficie de la Belgique. Du reste, la Russie, on l'a appris cette semaine, se vante d'avoir capturé des chars allemands Léopard, des blindés américains Bradley, plus de 160 chars et plus de 360 véhicules blindés, a annoncé Vladimir Poutine. Le chiffre est très probablement faux et surestimé, mais le symbole reste fort. Quoi qu'il en soit, cette contre-offensive est appelée à s'inscrire dans le temps. Le temps de la guerre n'étant pas le temps médiatique, à noter d'ailleurs qu'un sommet de l'OTAN est prévu à Vilnius le 11 juillet prochain et que les Ukrainiens aimerait pouvoir obtenir des résultats d'ici là. Alors, Laurent Henninger, est-ce que l'on peut dire que pour l'instant, sur le plan tactique, c'est pas très marquant ce qui se passe? Évidemment. Évidemment, ça peut pas l'être. Ça peut pas l'être. La question n'est pas là. La question est de savoir comment est-ce que cela peut se développer. Se développer exactement comme une offensive se développe, en quelque sorte comme une fleur s'ouvre. Vous voyez, si je puis me permettre cette comparaison un peu hasardeuse. Pour l'instant, on n'a absolument aucun élément. Il est possible qu'en fait, ce soit des premières attaques de feinte en vue d'une offensive véritable ailleurs. Bon, tout est possible. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est sur la base de tout ce qui vient d'être rappelé fort justement par Maxime Le Nagard, c'est que face à ce système de défense mis en place par les Russes, avec les champs de mines, avec les lignes de défense de fortification, il y en a 6 échelonnées. Face à tout ça, il faut, pour percer, c'est pas impossible, mais il faut des moyens gigantesques pour percer ça. Vous voyez ? Quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont voulu percer certaines lignes soviétiques qui étaient de ce genre-là, de cette profondeur, de cette puissance, de cette solidité, dans certains cas, ils y sont arrivés, mais ils ont mis le paquet, comme on dit vulgairement. Ouais. Donc là, est-ce que l'Ukraine a suffisamment de chars, d'hommes, de puissance de feu et d'avions et de supériorité aérienne pour tout ça? Non. L'Ukraine commence à manquer d'hommes. L'Ukraine n'a pas assez de chars. L'Ukraine a beaucoup moins de puissance de feu que l'armée russe en face, c'est-à-dire en termes d'artillerie, par exemple, de nombre de bouches à feu, comme on dit. Et puis surtout, ils n'ont pas une aviation gigantesque leur permettant d'obtenir une supériorité aérienne absolue. Alors, ce qui n'est pas très bon signe quand même, c'est qu'on commence à entendre sur LCI, qui nous a quand même montré depuis le début du conflit que c'était un peu TV autant, que on entend dire, on a sans doute sous-estimé l'armée russe, et on a vu défiler donc ces experts qui sont plutôt pro-ukrainiens nous dire que tant qu'on n'aurait pas les livraisons de F-16, c'est-à-dire d'avions capables de survoler les lignes russes, la contre-offensive n'aurait pas vraiment lieu. J'aimerais avoir votre avis, Georges Kuzmanovic. Mais ils n'ont pas complètement tort. Dans un récent débat sur France 24, j'avais dit que une offensive de cette ampleur contre l'armée russe, qui est, je le rappelle, adossée à un pays gigantesque de 150 millions d'habitants, avec sûrement la deuxième armée au monde,
sans support aérien, car les Ukrainiens ont quelques avions, mais face au système anti-aérien russe qui sont les meilleurs au monde, je pense aux S-400, aux S-500 qui sont déjà en dotation dans l'armée russe, les avions ukrainiens ne peuvent pas réellement agir. Et donc une offensive sans soutien aérien, c'est suicidaire. Ouais. Et pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Henniger l'a très bien dit, mais je pense à la campagne de France. On dit la drôle de guerre, et puis c'est la 7e compagnie, on en rigole bien, on a un peu oublié, mais c'est 3,3 millions de soldats allemands qui y vont, 162 divisions, et 3500 chars, 5600 avions. C'est la combinaison d'avions d'attaque, les Stuka, et puis de reconnaissance aérienne avec une combinaison infanterie-chars. Là, on n'a que l'infanterie et les chars. Vous vouliez ajouter quelque chose, Laurent Henniger, oui, sur les fameux F-16. Oui, mais ça, il y a une sorte de fétichisme que j'ai du mal à m'expliquer pleinement dans le discours ukrainien, cette obsession sur les F-16. Or, le F-16, d'abord, c'est pas sûr qu'ils réussissent à en avoir. Deuxièmement, ça n'est pas une arme absolue. D'abord, une arme absolue, ça n'existe pas. Il faut bien se le dire, le garder en tête en permanence dès qu'on pense aux questions militaires. Mais surtout que le F-16 n'est certainement pas l'avion le plus indiqué dans le cas de l'Ukraine. Ah bon? Ah, certainement pas. Bah, vous savez, nous, on n'est pas des spécialistes comme vous. Hein, non, donc, non, mais ce que je veux dire... serait l'A-10. Alors l'idéal, ça serait des A-10, des Harrier et des F-18. Bon, sans vouloir rentrer trop dans la quincaillerie, il y a quand même une importance dans ce truc, c'est que le F-16, c'est un avion qui demande des gens très très qualifiés pour le piloter. Deuxièmement, qui demande systématiquement des pistes de 4000 mètres pour décoller. Oui. Et des pistes en plus, des pistes totalement lisses, il n'y a pas un gravier dessus. Ouais. Vous voyez, c'est des conditions que l'Ukraine ne pourra pas véritablement fournir. Ou alors éventuellement, ils auraient besoin d'avions plus rustiques. C'est l'avion des films américains. Et oui, donc, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, malheureusement. Mais c'est ça, je pense que certains parlent du F-16 juste parce qu'il apparaît le plus dans les films. C'est ça. On voit l'importance de l'image, on voit l'importance de la communication. Le A-10, malheureusement, je pense que c'était une bêtise des Américains, n'ont pas relancé la production. C'est un des meilleurs avions, si ce n'est le meilleur avion d'attaque au sol. C'est ça dont ils ont besoin pour une offensive. C'est un appui au sol. Et puis des avions rustiques qui peuvent décoller à partir de pistes rustiques, etc. Alors vous m'offrez la transition, si j'ose dire, puisqu'on va continuer à s'interroger sur cette contre-offensive ukrainienne et se demander si c'est pas tout simplement une opération de communication à destination des opinions publiques internationales. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, une émission en direct tous les samedis matins de 10h à 11h, un partenariat Front Populaire, la revue et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue, Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et nos invités sont Laurent Henniger, historien militaire, auteur de Comprendre la guerre chez Perrin, et Georges Kusmanovic, analyste en géopolitique. Alors je le disais, nous allons maintenant nous demander si la contre-offensive ukrainienne, dont on parle nuit et jour sur les chaînes d'infos, eh bien, n'est-ce pas une opération de communication? Alors Georges Kusmanovic, justement, en quoi est-ce important pour l'OTAN de montrer que la contre-offensive est en marche malgré tout, malgré ces résultats approximatifs? C'est vital. Mais déjà, le terme de contre-offensive est un peu étrange. On est en guerre depuis plus d'1 an. C'est un des moments de la guerre. Il y aura des avancées d'un côté comme de l'autre, des offensives, des contre-offensives. Et s'il y a vraiment une contre-offensive, c'était déjà à l'automne quand les Ukrainiens ont pris du territoire. Pour l'OTAN, c'est extrêmement important car le 11 juillet, les 11 et 12 juillet, il y a le sommet de l'OTAN à Vilnius. Et que s'il n'y a pas de résultats probants, ça va commencer à être compliqué. On est entré aux États-Unis dans le cycle des élections de 2024. Pour Joe Biden, c'est critique. Après la débandade en Afghanistan, il faut rappeler quand même qu'au bout de 20 ans, la première armée du monde n'a pas réussi à vaincre une armée composée de paysans avec des chèvres, soutenue par personne. C'est ça la situation. Ce qui fait que comme pays protecteur, ça pourrait se poser là pour certains. Et puis, il y a une pression de l'État profond américain
De plus en plus, alors, et je souhaite dire, on va en parler tout à l'heure. Ici. Non, mais vous êtes en liberté. On a un ici, vrai problème d'information en Europe, et spécifiquement en France, alors que je lis le Washington Post, le New York Times, le National Interest, le Foreign Affairs, qui sont des trucs pro-américains, c'est de chez eux. Ben, eux, parce qu'ils parlent de leurs intérêts et ils ne sont pas dans le délire des idées, abordent toutes ces questions de manière beaucoup plus franche, et l'information vient bien plus de là. Et bien quand vous lisez la presse et les médias américains, ou leurs revues de géopolitique, eh bien vous avez toute une partie de l'État américain qui commence à trouver que ça coûte très cher, le rendement est faible, et ils savent très bien que l'objectif initial de la guerre, c'était de former l'armée ukrainienne pour résister quelques mois à l'armée russe, afin que l'offensive économique fasse s'effondrer la Russie. C'est ça l'objectif. Il a raté. Maintenant, tout fait reposer sur une opération militaire, ils savent très bien que c'est impossible. Or, ils ont leurs enjeux géopolitiques beaucoup plus importants pour eux dans l'Asie, dans le Pacifique. Ah oui, à Taïwan. À Taïwan. Et les stocks de munitions commencent à se vider. Et même l'AURA des États-Unis. Donc, il y a énormément d'enjeux. C'est un peu l'effondrement de l'Empire américain, dont on parle depuis déjà quelques années. Je me souviens du film de Denis Arcand qui s'appelait comme ça. C'était Emmanuel Todd en 2003 qui avait, au contraire de tout le monde, dit que ça s'effondrait. Alors bon, l'effondrement en est loin quand même. Ils sont très solides, très puissants, très riches. Et d'ailleurs, ils agissent dans leur intérêt. Et toute cette opération est globalement bien menée du côté américain, parce que ils ont remis la pression sur les Européens qui n'ont plus aucune volonté stratégique propre. Et ils gagnent énormément d'argent en vendant le gaz à l'Europe à la place des Russes. Bon, c'est pas si nul pour eux. Ils vont vendre des armes, parce que tout ce qu'on donne là, tous les chars, tous les avions F-16, c'est très bien de vendre des F-16, de donner des F-16 à l'Ukraine pour les États-Unis, parce qu'ils vont pouvoir vendre les F-35 derrière à ceux qui auront donné les F-16. Donc c'est de leur point de vue, ils mènent très bien leur barque. Je voudrais qu'on revienne sur la communication et la difficulté d'avoir une information de qualité en ce moment. Hors antenne, tout à l'heure, vous nous racontiez une anecdote que j'ai envie que vous partagiez, Georges, avec les auditeurs de Sud Radio, à propos des centrales nucléaires russes. Elle est symptomatique. Ukrainienne, pardon. Vous posez la question, est-ce qu'on a de la propagande ou pas de la propagande ? Souvent, le bon sens, c'est une bonne chose. Se reculer par rapport à l'information et réfléchir. On va écouter Michel, d'ailleurs, ce qu'il nous dit là-dessus. On a cette histoire de des attaques depuis des mois sur la centrale nucléaire de Zaporijia, qui est sous contrôle russe, en territoire ukrainien, donc, depuis le début de la guerre. Alors, combien il y a de centrales nucléaires en Ukraine ? Au total, il y en a 4. Or, c'est seulement celle qui est contrôlée par les Russes qui serait bombardée par les Russes, sans jamais tirer sur aucune des 3 autres, alors qu'ils mènent des frappes sur d'autres centrales thermiques, mais pas nucléaires, ce qui d'ailleurs rentre dans la catégorie des crimes de guerre. A priori, on se demande pourquoi diable est-ce qu'ils se bombardent, et même depuis des mois, leur propre centrale, la centrale nucléaire qu'ils contrôlent. Bon, voilà, on a un exemple où le bon sens, à lui tout seul, permet de trier le grain de l'ivraie. Alors justement, je voulais demander à Michel Onfray, comment on fait pour démêler en ce moment le vrai du faux, sa recette à lui, pour s'informer convenablement. C'est pas facile, même pour Michel Onfray. Je pense qu'il faut faire sur ce sujet comme partout ailleurs, c'est-à-dire éviter de croire que TF1 ou France 2 disent la vérité, ou que CNews ou que dit la vérité, ou que Valeurs Actuelles dit la vérité, ou que Libération dit la vérité, ou que, etc. Non, je crois que ce sont des croisements d'informations qui sont nécessaires. Il faut aller voir. Pour savoir ce que pense la droite, il faut lire les journaux de gauche. Pour savoir ce que pense la gauche, il faut lire les journaux de droite. Il faut surtout ne pas rester à une information, et puis après, à une source d'information. Et puis après, je pense qu'il faut faire un travail. Moi, je faisais ça avec mes élèves. Il y avait des crayons de charpentier qui étaient rouges d'un côté et bleus de l'autre, et on pouvait marquer des choses quand on faisait de la charpente. Et là, je disais à mes élèves, distinguer le factuel du commentaire. Alors évidemment, le factuel, le fait peut être mensonger, mais il faut surtout laisser de côté le commentaire et puis essayer de voir quelles sont les vérités, pour le coup, objectives, pour pouvoir se faire soi-même un jugement. Donc le jugement, on peut l'avoir parce que justement, on aura croisé des sources, et toutes les sources. De sorte que moi, j'étais pour que Russia Today puisse continuer à exister et à émettre, parce que on est des grands garçons. Le chef de l'État et l'État n'a pas à nous dire ce qu'il faut lire ou pas lire, écouter ou pas écouter. Quand certains journaux sont subventionnés, d'autres pas subventionnés, je trouve ça inadmissible aussi. Je crois à l'intelligence, moi, des gens, pourvu qu'ils cherchent à faire fonctionner leur intelligence.
C'est-à-dire, si on est toujours perfusé par un média, eh bien, si on est perfusé par France Inter, on va penser comme France Inter, et je ne suis pas bien sûr qu'on pense bien. Je vais jusqu'à dire que c'est assez probable qu'on pense mal. Mais il y a effectivement des lieux alternatifs aux informations. Je vais pas renvoyer à Internet où tout est possible et le contraire de tout, mais je pense qu'il faut chercher le factuel. Si tant est que le factuel soit réel, on peut imaginer par exemple que quand un barrage explose, eh bien ça c'est factuel. Et quand une canalisation explose de gaz, ça c'est factuel aussi. Et puis après, croiser les informations, puis surtout faire fonctionner son intelligence. À qui profite le crime, c'est toujours une bonne question. Alors, Laurent Henninger, à qui profite le crime dans la communication qui est faite autour de la contre-offensive? Bon, l'OTAN, apparemment. L'OTAN, essentiellement, bien sûr, enfin au sens large, oui. Vous savez, il y a un autre intérêt du point de vue de la communication politique à faire ce genre de choses, c'est d'entretenir une tension en permanence. Alors effectivement, il y a d'abord et avant tout les raisons qui viennent d'être évoquées par Georges Kuzmanovic, qui sont des questions de haute politique. Hein. Ça, c'est les premières considérations qui comptent. Mais il y a au niveau des populations ou toutes ces catégories intermédiaires qui sont ni des grands de ce monde, ni Madame Michu, tous ces journalistes, tous ces intellectuels, etc., entretenir une tension. Exactement comme dans certains cas, l'hiver, eh ben, on n'éteint pas le moteur complètement de sa voiture parce qu'on ne sait pas si on pourra la faire redémarrer après. Vous voyez, c'est un peu la même idée. On entretient une tension en attendant, point de suspension, en attendant et en espérant qu'il va peut-être se passe quelque chose. Ouais. Alors, je voudrais réagir sur Michel Onfray a raison sur le fait qu'il faut faire fonctionner l'intelligence. Or, ce n'est pas ce que font les médias de masse. Je vais prendre un exemple qui s'est passé hier. Deux petites histoires. Du côté des pro-russes, on a une petite vidéo où on a des soldats russes qui accueillent 2 chars ukrainiens qui se rendent parce que l'officier n'a pas son commandement ukrainien ne voulait pas faire évacuer les blessés, donc il a appelé les Russes pour se rendre. Et on voit l'image avec des soldats russes qui accueillent un peu virilement, mais qui accueillent des Ukrainiens qui sont blessés en uniforme ukrainien. Bon, et les pro-russes, voyez, les Russes sont super quand même, c'est des gens vraiment très bien. Autre vidéo, c'était sur LCI, c'était en boucle, avec des commentaires des plus délirants de demi-heure en demi-heure. Ouais. On a un drone qui filme un groupe de soldats qui courent en uniforme russe et d'autres soldats qui leur tirent dessus alors qu'ils n'ont pas d'armes. Et là, vous voyez, ils ont besoin des pratiques du NKVD de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le régime de Poutine s'effondre, sans se poser jamais la question où c'est filmé, qui a filmé, à quelle distance, quand et pourquoi. Et surtout, c'est là qu'on devrait avoir des experts militaires. Moi, j'étais spécialiste en opérations psychologiques qui viennent sur les plateaux parler d'opérations psychologiques. Évidemment qu'il y a des unités entières ukrainiennes, russes dans l'OTAN, dédiées à ça, à créer des scénarios, à créer des petits films pour noyer dans une colossale désinformation l'adversaire, les populations. C'est une lutte permanente. Et d'ailleurs, on est noyé dans les informations, dans les images, qui sont très difficiles à trier pour les gens, et personne ne fait ce travail d'éducation, de tri. Alors, Maxime Le Nagar, j'aimerais qu'on se penche sur les réactions politiques en France à cette contre-offensive ukrainienne. Il n'y en a pas eu tant que ça. Bizarrement, le président de la République, Emmanuel Macron, lui a fait un peu du en même temps, en commentant le lancement de l'opération en marge d'une réunion avec les responsables allemands et polonais. Je le cite, « Nous souhaitons que cette opération militaire contre les forces russes soit la plus victorieuse possible, pour pouvoir ensuite déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions ». Fin de citation. Alors chacun jugera de la possibilité d'articuler concrètement ces deux propositions. Cette ambivalence a d'ailleurs indirectement été pointée du doigt par Jean-Louis Bourlange, député MoDem, qui est également le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Il considère, je cite, que Poutine a perdu et qu'il n'est pas en situation de négocier. Fin de citation. Pour le député MoDem, il faut souhaiter la victoire de la contre-offensive ukrainienne, mais elle crée aussi, selon lui, une situation dangereuse, car elle peut pousser à la faute Poutine, dont il considère par ailleurs, et je le cite à nouveau, qu'il est dans un délire paranoïaque complet. Fin de citation. Si on prend le camp, on va dire patriote au sens large, les réactions sont partagées. Marine Le Pen est globalement alignée sur la position de Macron. Elle souhaite la victoire de la contre-offensive, mais appelle le président français à prendre l'initiative d'une grande conférence pour la paix. La présidente du RN déplore d'ailleurs que la France ne joue pas son rôle historique de médiateur de premier rang. Réaction un peu plus virulente chez les souverainistes François Asselineau et Florian Philippot, qui ne cachent d'ailleurs pas leur positionnement ouvertement pro-russe. François Asselineau parle d'un échec cinglant des débuts de la contre-offensive. Quant à Florian Philippot, il y voit un fiasco, pour les deux hommes d'ailleurs. C'est la raison de la tiédeur médiatique sur le sujet.
Ils n'ont pas totalement tort sur ce dernier point. Sur LCI récemment, David Pujadas s'est presque excusé en direct il y a 2 jours de donner une information favorable à la Russie en rapportant les débuts difficiles de cette contre-offensive ukrainienne. Oui, c'est sûr que là, on a eu les yeux qui sont sortis des orbites, si j'ose dire. Alors, comment s'y retrouver dans la jungle des propagandes et combien de temps l'Europe peut-elle payer le prix de cette guerre? Ce sont les questions qui nous animent tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, fondateur de la revue Front Populaire, Maxime Le Nagar. Nos invités sont Laurent Henninger, historien militaire, auteur de Comprendre la guerre chez Perrin, et Georges Kusmanovic, analyste en géopolitique. Alors depuis le début de cette émission, on s'interroge sur la fameuse contre-offensive ukrainienne. Nous demandions avant la publicité si la communication autour de cette contre-offensive n'était pas plus importante que la réalité militaire de terrain, comme s'il fallait remobiliser un peu les opinions publiques. Et justement, on a demandé à Michel Onfray comment il jugeait un peu ce narratif ukrainien du moment. C'est assez difficile de pouvoir parler aujourd'hui de la Russie et de l'Ukraine parce qu'on sait très bien que tout ce qui est dit sur ce sujet passe par le filtre de la propagande, de part et d'autre. Il n'y a pas d'un côté les méchants Russes et les bons Ukrainiens avec ceux qui nous diraient la vérité et ceux qui nous diraient des sottises ou des mensonges. Il y a simplement 2 armées qui s'opposent avec 2 armées qui savent que la communication fait partie justement de la guerre, qu'il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas. Il s'agit de faire de telle sorte que le moral des troupes ne soit pas abattu. Donc c'est difficile de savoir à quoi ressemble la vérité sur ce terrain-là. Offensive, contre-offensive, de qui, quand, comment, de quelle manière. Je serais bien en difficulté de pouvoir dire que je dispose, qu'il y a du moins une source qui elle, est sûre et certaine, qui nous permettrait de savoir ce qu'est la réalité ou la vérité. On voit bien que, par exemple, sur LCI, qui est devenue presque la chaîne de l'Ukraine, les débats qui sont organisés vont tous dans le même sens, et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir une pensée critique, il est interdit, on ne le voit pas réapparaître, parce que, effectivement, le récit contribue à la réalité. Et le récit, par définition, il est rarement l'occasion de dire la vérité. Le récit, ça sert d'abord à faire la guerre, et ça entretient aussi la guerre. De sorte que, sur la question de l'offensive, de la contre-offensive, je serais bien incapable de dire ce qui a lieu véritablement, les forces engagées, le nombre de morts, de blessés, ce que ça a changé véritablement, ce qu'il en est véritablement de la carte. Je pense que tout est fait pour que le citoyen de base soit mis à l'écart de tout ça et qu'il se contente de dupliquer des propagandes de part et d'autre. Oui, alors le récit contribue à la réalité, c'est vrai. Alors vous vouliez réagir, Georges? Non, mais le récit contribue à la réalité. C'est 1984 de George Orwell. Oui, absolument. On s'est retrouvé avec des spécialistes et des experts sur LCI qui, quand quelqu'un leur disait un élément parfaitement factuel sur l'état de l'armée russe, a déclaré publiquement que le combat, il est stratégique pour nos amis ukrainiens sur la perception qu'ont les Français de la guerre. C'est génial, c'est vraiment 1984. Il ne faut surtout pas que les gens soient informés. Et quand on repense aux guerres passées, sur la Syrie, le Kosovo, les guerres de Yougoslavie, l'Irak, la Libye, en fait, les gens les plus honnêtes qui se souviennent de ce qu'ils ont pu croire en lisant les médias, ou les plus jeunes qui peuvent aller voir dans les archives qu'est-ce qu'on disait, on se rend compte que quand même, tendanciellement, c'était soit de la flûte, soit de la propagande, soit totalement faux. Et que donc, à l'aune de ce passé-là, on devrait prendre avec circonspection tout ce qui est dit. Et je dirais la même chose du côté russe. Bien sûr, bien sûr. Absolument pareil. C'est propagande contre propagande. Voilà, c'est ce que disait Michel, il a parfaitement raison. Tout à fait. Alors, il y a quand même des éléments de factualité, pour reprendre les mots qu'utilisait tout à l'heure Michel, c'est ce que vous appelez l'entrée dans la guerre lourde, Laurent Henninger. Ça, on voit que, pour le coup, ce sont des éléments objectivés. Ben oui, on rentre dans ce... Expliquez ce que vous appelez la guerre lourde. La guerre lourde, c'est la vraie guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas de petits... c'est pas une guerre qui est faite uniquement comme les guérillas, de petits raids de rien du tout, de petits coups d'épingle et tout ça. Là, on rentre dans du lourd, du gras, du visqueux, du sanglant aussi, accessoirement. Ouais. Mais gras et visqueux comme du goudron, vous voyez, comme certaines huiles lourdes, etc., qui collent. C'est de la vraie guerre lourde, là. Comme on en
a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans certains conflits depuis, et cette guerre lourde que tous les experts depuis plusieurs décennies nous disent, même maintenant c'est fini, c'est du passé la guerre lourde, ça n'existera plus. Oui, on voyait preuve, une guerre virtualisée, voilà, on voyait une guerre de drones, une guerre qui ne faisait pas de mort. Voilà, une guerre propre et vidéo, quoi. Ouais. Bon, non, on en est loin, pas. là. La guerre, c'est sale de toute façon. C'est sale, c'est lourd, c'est du sang, c'est... Oui. Tous nos problèmes par rapport au soutien, pour ceux qui veulent apporter le soutien à l'Ukraine, que le problème se pose en termes de stock, parce qu'on a longtemps cru que là, ça y est, on faisait de la guerre avec des forces spéciales, on n'avait plus besoin de capacités massives, de stock, le flux tendu néolibéral appliqué aux munitions des armées, et alors que je me souviens, il y a très longtemps, j'avais discuté avec des officiers, des jeunes officiers russes, et ils disaient, ils étaient très inspirés par l'Occident de ce point de vue-là, et ils disaient, mais on comprend pas pourquoi ils gardent des vieux stocks de centaines de milliers d'obus là, qui sont, alors on s'en moque sur LCI justement, ils sont pas ultra précis, je sais pas pourquoi ils sont, mais ils sont tirables. Et on voit très bien aujourd'hui pourquoi ils les ont gardés. Il y a bien une raison. C'est comme les Allemands qui ont gardé tous leurs Deutschmark qu'ils ont ramassés au moment de l'euro, ils les stockent dans des entrepôts. Il y a des gens qui prévoient, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et nous on a un peu abandonné tout ça. À propos de cette guerre lourde, justement, Maxime Le Nagar nous faisait remarquer tout à l'heure qu'il y a des centaines de kilomètres carrés qui sont truffés de mines pour empêcher la progression. Ça aussi, ça fait partie de la guerre lourde. Absolument, de cette guerre visqueuse qui colle au godasses ou au chenilles, stricto sensu d'ailleurs, parce que on s'embourbe littéralement dans un terrain miné. On s'embourbe et on explose, on meurt. Où on est estropié à vie. Et puis, il faut savoir, rappelons un chiffre, parce que une offensive c'est bien joli, mais il faut avoir du souffle, comme un coureur a du souffle ou un chanteur d'opéra a du souffle. Si vous n'avez pas de souffle, c'est pas la peine. Est-ce que l'Ukraine a du souffle? Est-ce qu'elle est capable de tenir la longueur? Est-ce qu'elle est capable de faire du marathon? Parce que c'est ça la guerre, c'est du marathon. C'est pas spectaculaire, c'est pas effectivement. Or, dans la société du spectacle, tout doit être spectaculaire. La guerre, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne l'est pas tant que ça. Ceux qui ont un peu étudié l'histoire doivent se rappeler quand même du conflit 14-18. Par exemple. 4 ans à gagner quelques kilomètres carrés. Et encore, dans le meilleur des cas. Mais les Russes, on sait qu'ils tirent chaque jour, entre 12 et 48 000 obus sur les lignes. À 48 000 obus. Sur les lignes ukrainiennes. De 12 à 48 000 obus. Or, entre 12 et 48 000 obus, grosso modo, c'est ce que toute l'Europe produit en un mois. Ah oui. Donc, est-ce qu'on a la longueur pour leur répondre? Est-ce qu'on a le souffle? Est-ce que l'Ukraine les a? Là, ce souffle. Moi, j'en doute. Alors, évidemment. On n'a pas fait attention, il y a un système d'armes que tout le monde, certains viennent de découvrir. C'est le OSDM Zemledeliye, qui est un système de lancement de mines à distance et qui pose de terribles problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'aller enterrer les mines à la pioche. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais il y a eu aussi. Il faut les deux. Ça. Renseigné par drone, vous avez un missile qui tire quand même loin, c'est à 15-20 km, et qui lâche des mines qui s'enfoncent. Et quand vous avez des unités qui butent sur un système défensif et qui reculent, tout à coup elles se retrouvent dans un champ de mines qu'elles n'avaient pas à l'aller. C'est horrible. Et là, il y a apparemment du côté ukrainien beaucoup de pertes à cause de cette arme-là.